Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la série On continue à former. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Luc Pevrier et Isabelle Dremot qui vont nous parler de la collaboration des apprenants en ligne. Je rappelle qu'il y avait eu un premier webinaire qui était le 1er avril, d'ailleurs animé par Isabelle déjà, plutôt sur les outils de la collaboration en ligne. Donc peut-être que vous allez les rappeler un petit peu. Je vous mets d'ailleurs dans le chat je vous mets le lien dans le chat pour revoir ce webinaire au cas où. Et puis voilà, on va dire qu'aujourd'hui, on va plus parler des modalités de la pédagogie, plus que des outils. Voilà. Et bien, comme d'habitude, je m'efface et je reviens vers vous. Je reviens vers vous si vous avez des questions dans le chat. Merci. Merci Christophe, merci bien à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, on va un tout petit peu moins s'intéresser aux outils pour revenir sur, appelons-les des fondamentaux, sur notre cœur de métier qui est quand même de former et donc la pédagogie. Et donc j'ai proposé à Isabelle en fait de venir avec moi, qu'on soit les deux pour qu'elle m'aide. L'idée c'est qu'elle m'aide à construire une formation, une séquence de formation dans laquelle je puisse favoriser la collaboration entre les apprenants. Donc ce format-là, où bien évidemment vous êtes invité aussi dans lequel vous êtes invité à interagir hein, aussi avec nous pour nous proposer vos idées, vos suggestions, vos expériences en matière de collaboration en ligne. Et donc, on va démarrer tout de suite. Isabelle, peut-être que tu voulais nous soumettre à tous, je vois à l'écran, munissez-vous de vos smartphones, ça veut dire qu'on va sûrement s'en servir. Donc, on est avec une formatrice qui nous autorise à utiliser nos smartphones, profitons-en. Oui, alors c'est pas forcément les smartphones, mais ça peut être aussi, si vous êtes à l'aise avec la navigation entre les différents onglets, vous ouvrez un onglet et on va utiliser un site qui s'appelle Mentimeter. Donc vous allez aller sur menti.com et comme ça vous pourrez répondre au sondage. Mais si votre smartphone est à disposition, c'est vrai que c'est aussi rapide aussi de répondre directement avec le smartphone. Donc l'idée, oui, c'est qu'on discute avec Jean-Luc donc des possibilités de travail, de collaboration à distance pour les apprenants, pour qu'ils puissent avancer dans leur apprentissage et qu'on ait ensemble un échange par rapport à cette progression qui se fait en fait sur tout le parcours de formation. On ne va pas faire de la collaboration à distance simplement sur un temps précis de la formation. C'est souvent le cas. C'est vrai qu'on l'utilise comme objet pédagogique directement quand on est dans une transmission de connaissances, mais on peut également introduire cette idée de collaboration dès le début hein, de la formation. Et donc, c'est ce qu'on va voir peut-être en introduction déjà avec vous, parce que C'est un oui, peu la question, Isabelle, que je me pose, c'est qu'effectivement, moi, le constat que j'ai fait, c'est que les apprenants qui arrivent à travailler tout seuls, quand je leur propose des activités, ils les réalisent, mais en solo, ils m'envoient les travaux, ils répondent à mes questions, jusque-là c'est super. Mais bah, je m'aperçois que j'ai du mal à les faire échanger entre eux, j'ai du mal à les faire collaborer. Donc, est-ce que tu aurais de façon générale, déjà, quelques premières recommandations à me donner pour inciter ou qui font que cette collaboration que j'espère qu'elle prenne corps, puisque aujourd'hui ça fonctionne pas. oui, c'est vrai qu'il faut sortir de l'idée que travailler de manière collaborative, c'est normal, tout le monde devrait être capable de le faire. En fait, on remarque que c'est pas inné. Il y en a qui arrivent à le faire très bien, mais d'autre part, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, en tant que formateur, on doit réfléchir aussi à la manière dont on va amener les apprenants à travailler entre eux.
hein, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Il y a des techniques où ils vont apprendre à travailler, à s'écouter les uns les autres, à travailler dans le même environnement, à voir comment ils fonctionnent en se posant des questions, en attendant aussi les réactions des uns et des autres. Et ça, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et on a tendance à les forcer à travailler. Alors, tu disais, c'est vrai que ça fonctionne dans des groupes. Le travail collaboratif a été reconnu comme efficace quand on parle d'apprentissage, mais il y a quand même quelques points sur lesquels il faut rester vigilant. C'est par exemple de ne pas donner des travaux, des tâches trop complexes à effectuer au sein d'un groupe. Faut que ça reste quelque chose de complètement réalisable par rapport aux connaissances antérieures, où l'on sait aussi que chaque personne du groupe va pouvoir apporter sa pierre au travail collaboratif, qu'il va avoir quelque chose à fournir comme travail. Donc, un travail individuel qui est sollicité. Donc, le formateur là, doit être aussi observateur, doit bien connaître ses apprenants pour se rendre compte si tout le monde est capable de participer. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin quand les groupes commencent à se connaître bien, c'est de faire des défis, de leur proposer d'avoir des ressources qui vont être réalisées de manière collaborative et qui pourront ensuite être présentées aux autres groupes et pourra à ce moment-là voter, par exemple, à savoir si la ressource correspond à ce qui était attendu ou est-ce qu'elle plaît. Enfin bon, on peut créer des défis comme ça, mettre des récompenses aussi. Par le jeu, ça amène également, ça facilite le travail dans le groupe lui-même et ça donne un but. Ça, hein. Voilà, c'est un objectif qui leur permet de s'impliquer vraiment davantage, de s'engager. Lorsque le groupe est formé, c'est de s'assurer que tout le monde s'engage à travailler. Et donc, le fait de proposer des exercices qui sont un peu plus difficiles qu'un travail qu'on va donner individuellement, ça permet aussi de voir quelles sont les différentes stratégies d'apprentissage des uns et des autres. Et s'il y en a qui fonctionnent de manière plus visuelle, ils vont faire leur rapport différemment. D'autres vont aller rechercher aussi d'une autre manière ou présenter les choses différemment. Voilà, donc il faut bien, le fait que ça soit quelque chose qui est un peu plus complexe, ça les oblige à travailler ensemble, à trouver des réponses à leurs questions et à leur manière de travailler aussi. Alors, ça suppose que les groupes, si on imagine faire des challenges, ça suppose que les groupes soient quand même équilibrés du coup entre eux, qu'il n'y ait pas un groupe forcément favorisé, euh, et puis que les groupes soient complémentaires finalement, si on veut vraiment arriver à l'objectif et que chacun ait sa pierre à l'édifice. Ouais, c'est toute la difficulté en fait de créer les groupes, hein. Comment on va choisir les groupes? Alors il y a plusieurs manières. C'est vrai que ça va dépendre aussi des niveaux de vos publics. On peut laisser les apprenants s'organiser tout seuls s'ils sont assez autonomes, s'il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui s'immiscent dans le groupe. Donc, ils peuvent s'organiser tout seuls ou suivant des critères que le formateur a donnés dès le départ. À ce moment-là, ils vont voir s'ils peuvent travailler ensemble. Ce qui fonctionne aussi toujours très bien, et dans tous les cas, c'est de le faire de manière aléatoire. Comme ça, personne n'a rien à redire. Et là, il y a des petits outils qui permettent de le faire aussi à distance. Quand on est en classe virtuelle, on peut utiliser ces outils-là pour former des groupes assez rapidement, juste avant de les faire travailler. Et puis, sinon, c'est le formateur qui va réfléchir par rapport à sa connaissance du groupe, à ce
qu'ont réalisé peut-être précédemment les stagiaires, où en sont les étudiants dans leur apprentissage, et il va pouvoir former des groupes par rapport à voilà, un mix assez équilibré pour que chaque groupe puisse avancer aussi vite l'un que l'autre. Déjà, quand on Donc, crée des on groupes, rappelle on a peut-être, ces possibilités-là, oui. on en profite pour rappeler, ce que tu as mis le lien, hein, que c'est donc le site que tu animes avec tout un ensemble de ressources et les outils, notamment ceux dont tu nous parles là, sur la constitution aléatoire des groupes. Donc on peut les retrouver sur ton site, hein, qui s'appelle l'atelierduformateur.fr. Voilà, donc il y a des liens aussi directs. C'est vrai il y a 6 outils là qui sont référencés et qui sont accessibles gratuitement. Il n'y a pas besoin de passer par une formule forcément payante. Donc une fois hein, qu'on a fait ces choix, c'est vrai que après il y a quelques conseils en fait basiques hein, qui sont vraiment des conseils de bon sens. Euh, et tout d'abord, c'est de bien faire comprendre aux apprenants la manière dont ils vont travailler. Donc, si on fait des groupes, il faut leur dire que ça va être quelque chose qui va se faire assez régulièrement. Essayer de mettre en place une routine en leur disant que votre façon de travailler, c'est de proposer, par exemple, ça peut être à chaque fois, à chaque classe virtuelle, un travail en sous-groupe, ou alors, si vous avez beaucoup de classes virtuelles, le faire une seule fois dans la semaine, mais pour qu'ils puissent se projeter aussi sur la manière dont ils vont apprendre. Donc, vous allez présenter les choses et pour qu'ils s'engagent vraiment directement dans ce travail en groupe de manière beaucoup plus rapide. Et pour qu'ils puissent le faire rapidement, on a à notre disposition des outils maintenant collaboratifs, très ergonomiques, intuitifs, mais n'essayez pas de leur présenter trop d'outils à la fois. Surtout si vous débutez avec le groupe, si vous sentez que le groupe n'est pas très à l'aise non plus avec les outils numériques, on va leur présenter un outil qu'on a choisi qui paraît simple à utiliser. Et petit à petit, au fur et à mesure du travail et des rendez-vous en ligne, à ce moment-là, on pourra soit changer d'outil et puis à la fin, avoir plusieurs outils dans une même classe virtuelle, dans un même accompagnement. Mais c'est la simplicité hein, qu'il faut privilégier avec des accès directs, peut-être même sans inscription, ce qui facilite encore plus le travail. Et ça, comme ça, ils ne sont pas du tout distraits par l'environnement numérique et ils peuvent se concentrer sur la tâche à accomplir. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'ils étaient là en continuité pédagogique, ils n'avaient pas forcément des ordinateurs sous la main, donc ils avaient peut-être un smartphone, des tablettes, donc leur proposer également des outils qui sont utilisables via ces appareils. Ça va être un peu les conseils à donner lorsqu'on veut commencer à organiser des groupes hein, dans une séance de formation. D'accord, donc si j'ai bien compris, la simplicité technique, c'est plutôt un élément facilitant pour favoriser la collaboration, ou si on prend le problème, c'est pas parce que je vais apporter beaucoup d'outils que je vais faire collaborer plus, bien au contraire. Voilà. Oui, il faut faire attention. C'est vrai qu'il faut faire attention. D'accord. Comme on a beaucoup de choses, c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils à notre disposition, donc on a envie de les utiliser, mais il faut réfléchir hein, à chaque fois aux besoins pédagogiques qu'il y a derrière. Ok, alors j'ai bien compris les conseils généraux. Je t'explique l'un de mes premiers problèmes maintenant, c'est que alors j'ai deux cas de figure hein, dans les formations que je peux animer. Soit des formations qualifiantes où les stagiaires sont là sur plusieurs mois, ce qui veut dire qu'ils se connaissent, et donc peut-être que la collaboration sera plus aisée. Mais j'ai aussi des stages courts sur 1 ou 2 jours avec des personnes qui peuvent venir
d'organismes de formation, en l'occurrence différents, hein, qui sont des stagiaires qui viennent d'entreprises différentes et qui ne se connaissent pas du tout. Est-ce que avant le démarrage, par exemple, de ma séquence de formation, que je sois d'ailleurs en face à face et bien sûr encore plus à distance, est-ce que je peux envisager malgré tout, dans un cas comme dans l'autre, de faire collaborer avant le début de la formation? Est-ce que je peux proposer des activités après cette collaboration? C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément souvent à proposer dès le démarrage hein, de la formation des activités qui vont être collaboratives mais informelles, c'est-à-dire que le formateur ne va pas forcément être présent lors la réalisation de cette collaboration. C'est lui qui va proposer, bien sûr, l'espace où on va pouvoir collaborer, mais ça reste un espace libre et je pense que ça peut être en effet une bonne chose de les faire se connaître avant de travailler ensemble sur un espace qui peut être un Padlet. Hein, je pense que tout le monde commence à connaître cet outil où on va pouvoir se présenter de diverses manières, simplement en écrivant du texte. Pour les plus aguerris, ils vont pouvoir aussi s'enregistrer hein, avec une vidéo ou que par l'audio. On pourra rajouter des photos, quelque chose qui personnalise un petit peu sa présentation. Donc ça, c'est une chose intéressante qui reste, qui reste aussi à disposition tout au long de la formation. Hein. Une fois que l'on a créé ce Padlet, on peut y revenir. On peut revoir, relire ce qui a été décrit par les uns les autres. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu à part de la formation, mais qui commence à créer des liens qui permettront de mieux collaborer. Et, et donc, si on... Oui. Excuse-moi, est-ce que par exemple, ça peut éventuellement aussi me faire gagner du temps si ce sont des personnes qui voudraient juste se présenter et que mon groupe est important. Si j'ai 15-20 personnes, ça peut me permettre d'éviter le tour de table virtuel que j'aurai à faire. Voilà. Oui, c'est sûr que sur des grands groupes, ça reste un lien qu'on va faire circuler et on n'a pas besoin de demander à tout le groupe de se présenter à nouveau. C'est un moyen aussi, c'est vrai, de montrer comment les personnes réagissent par rapport à une recherche qu'ils peuvent faire sur un sujet en relation directe avec la formation. On peut leur demander de réaliser une recherche un peu plus personnalisée, donc ça donne un aspect de leur personnalité, ou de les faire réagir par rapport à une ressource. Donc ces éléments-là, s'ils sont importants déjà pour les apprenants entre eux, ils vont être importants aussi pour le formateur qui aura une meilleure connaissance du groupe. Donc il ne faut pas négliger donc, le fait d'utiliser la collaboration à distance de manière informelle, juste avant une action de formation. Et d'ailleurs, on peut peut-être demander à tout le monde, là, vous pouvez maintenant utiliser votre smartphone. On va lancer un sondage pour voir si vous avez peut-être vous déjà mis des actions en place hein, dès le début de la formation ou peut-être un petit peu après, juste au moment de démarrer. Alors, je vous invite donc à aller sur menti.com et à utiliser, une fois que vous serez sur ce site, le code 176431. On peut le mettre peut-être dans le chat et je vais vous mettre la page des résultats. On va pouvoir échanger. Peut-être que vous avez également des idées. Donc, je vais basculer sur voilà, ici, normalement. Une fois que vous allez être connecté, je vais pouvoir
vous présenter les résultats. Donc, des actions que vous avez l'habitude de faire, ou alors, au contraire, vous n'en mettez pas, hein. Vous pouvez tout à fait nous dire que c'était des actions auxquelles vous ne pensiez pas du tout. Voilà, comme par exemple ce témoignage. Parce que ça ne fait pas partie encore d'un processus qu'on a l'habitude d'utiliser. Très bien, oui, un peu dans le style d'une classe inversée, leur demander de commenter une vidéo qui a été publiée sur un réseau social. Ça peut être aussi un point d'ancrage. Oui, oui, mais individualisé, on peut également faire des regroupements et aider à travailler ensemble pour encore mieux travailler lors de l'individualisation. Pas forcément mis en place, hein, pas encore. Voilà, ce sont un petit peu vos retours d'expérience. Ouais. C'est vrai que ce sont des, des habitudes que l'on a. Le travail collaboratif à distance, on le pense beaucoup plus dans l'action de formation. Mais vous verrez que si vous l'utilisez aussi avant, ça peut ça peut entraîner une autre dynamique de groupe aussi et peut-être un travail plus riche au niveau du travail qui sera réalisé par les stagiaires. Ok, je crois que tout le monde a répondu. Oui, La présentation de chacun, je sais que moi je l'avais vécu, c'est pour ça que ce n'est qu'un cas particulier, dans des formations longues, universitaires, intégralement à distance, où là, bien sûr, les gens ne se rencontreront jamais et où c'était l'une des premières activités, notamment si on est équipé d'un LMS et que le LMS permet d'aller renseigner son profil, bah, on peut demander aux personnes de renseigner en fait leur fiche individuelle. Hein. Alors, certaines fois, ça s'appelle une biographie dans certains LMS, mais où chacun va dire bah, ce qu'il fait, pourquoi il s'est inscrit dans la formation, quels sont quelle est sa situation familiale ou jeune professionnelle, quels sont ses hobbies ou des choses comme ça. C'est une façon de permettre aux gens de se connaître et justement de créer du lien, sachant qu'ils n'auront jamais l'occasion de se rencontrer physiquement et d'échanger autour de la machine à café sur justement les petites choses qui font le plus, quelquefois effectivement, et qui font du lien entre les stagiaires. tout à fait. Voilà, donc ça c'était plutôt donc, avant le temps de la formation. Et, Donc, si on arrive sur le pendant, donc on va dire qu'on démarre, là on était effectivement sur le avant. Bon, moi, il se trouve que dans les séquences de formation que je construis et que j'anime, j'utilise à la fois les classes virtuelles, donc qui sont des temps synchrones, mais également des temps où les apprenants doivent réaliser des activités alors, en asynchrone et donc en autonomie d'une certaine façon. Euh, Est-ce que je peux imaginer faire collaborer, que ça soit dans la classe virtuelle ou en dehors de la classe virtuelle? Ou est-ce qu'il y a une des modalités synchrone ou asynchrone qui est plus favorable du coup à la collaboration? En fait, ce qui est pratique maintenant avec tous les outils qu'on a sous la main, c'est que ces outils-là vont nous permettre de travailler sur une modalité synchrone ou asynchrone. Donc, c'est le formateur qui va choisir l'outil après à mettre entre les mains des apprenants pour qu'ils continuent à travailler d'une manière autonome, mais tout en gardant quand même un lien et puis en essayant de diriger un petit peu le travail qui va se faire dans le groupe, hein, que ce soit en direct pendant la classe virtuelle ou alors lorsqu'ils seront seuls. Il y a différents conseils qu'on peut donner, notamment de donner un rôle à chacun dans le groupe, euh, ou alors qu'ils se définissent
eux, un rôle, c'est encore mieux, mais ils sont, pour qu'ils puissent vraiment à la fin du travail pouvoir se dire bah, j'étais responsable de telle activité et j'ai réussi à aller jusqu'au bout, j'ai réussi à faire à conclure cette activité avec le groupe. Donner un rôle à chacun aussi, ça permet d'avoir un interlocuteur avec le formateur. Et si vous remarquez que sur l'évolution du groupe, ça n'avance pas comme c'était prévu, vous pouvez aller vers les personnes dont le rôle a été défini. Par exemple, je le faisais lorsque on demande des activités de synthèse à réaliser. C'est bien d'avoir une personne qui fasse la relecture orthographique de la synthèse, qui soit responsable de l'orthographe avant de renvoyer à l'enseignant. Ça responsabilise aussi par rapport au copier-coller que chacun pourrait faire et d'envoyer directement le travail fait sans que ça soit relu. Mais sinon, ça peut être aller à la recherche d'informations sur Internet, faire une représentation graphique. Il y a peut-être des personnes dans le groupe qui seront plus à même de faire ce travail de représentation graphique ou alors de recherche sur Internet ou de réflexion ou de synthèse, etc. Donc, c'est au groupe vraiment de s'interroger pour trouver un rôle à chacun. Et le formateur doit simplement s'assurer que le rôle a été défini. Il doit s'assurer, je pense aussi également, de proposer des activités qui permettent à chaque personne du groupe de se poser la question si ce qu'il a trouvé, c'est intéressant pour le groupe. Et ne pas simplement demander des tâches qui amèneraient à une sorte de patchwork, de copier-coller de différentes choses sans que ça soit homogène et que ça soit retravaillé par le groupe. Donc, il faut essayer de voir dans la formulation de la tâche et dans la demande du travail qui va être effectué, que ce travail soit vraiment un travail de personnalisation par le groupe, de création par le groupe, qu'on sente vraiment que le groupe a travaillé sur ces activités pour faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas Et juste la juxtaposition du travail individuel de chacun, quoi. C'est ça que en tu plus, veux dire. voilà, ouais, ça évite d'avoir ce biais. Et, Et également donner un planning. Alors le planning, ça c'est toujours important, hein. En général, on vous pose tout de suite la question, combien de temps j'ai pour faire ça? Donc si c'est 10 minutes, 20 minutes, ou si c'est un travail asynchrone qui sera à rendre une semaine plus tard, bien définir à l'avance dans combien de temps ça sera à réaliser. Et peut-être aussi, si vous avez une estimation du temps qu'ils peuvent passer dessus, leur dire aussi, ce travail-là, c'est un travail de synthèse. Ne passez pas une journée entière à travailler dessus. Si vous vous réunissez en 1 heure, vous pouvez déjà faire quelque chose ou en 2 heures. Essayez d'estimer aussi, ça permettra au groupe de ne pas trop avoir d'appréhension aussi par rapport au travail à faire. Donc ça a peut-être plus ou moins d'importance, effectivement, en fonction, on va dire, du degré d'autonomie des Oui. personnes à qui on s'adresse. C'est vrai que si elles ont peut-être plus de difficultés déjà à travailler seules et à travailler en groupe, plus on leur donnera des éléments de cadrage, plus ça leur facilitera, si je comprends bien le travail. Voilà. Ce sont des conseils. Après, les activités synchrones, asynchrones, elles vont être vraiment multiples et diverses. Sans doute que vous les avez déjà réalisées avec des outils qui sont à notre disposition maintenant. On a un panel d'outils vraiment impressionnant. Voilà, on revient sur le fait que l'outil à proposer quand on va demander un travail collaboratif sur cet outil doit être assez agréable à utiliser pour que ça puisse les motiver dans leur travail.
l'utilisation des outils de représentation visuelle comme les mind maps par exemple, ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne bien, ça donne vraiment envie de participer à l'élaboration de la carte mentale. On a aussi des outils qui permettent de faire des infographies. Ça fonctionne également de manière collaborative. On peut travailler à plusieurs dessus et c'est quelque chose qui plaît aux stagiaires. Et puis, on retrouve l'écriture collaborative aussi toute simple avec un Google Doc ou sur Etherpad, puisque ça commence à être des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser, qu'ils ont utilisés en enseignement initial et qu'ils retrouvent peut-être aussi lorsqu'ils viennent en formation. On parle de Google, mais il y a d'autres usages, enfin, outils à disposition qui permettent de faire cette collaboration écrite. Donc ça reste du classique. Et les autres activités pourraient être des activités qui utilisent le multimédia. Quand on demande, par exemple, à un stagiaire de s'enregistrer, de faire des vidéos, il s'implique aussi davantage dans le groupe, puisqu'il sait que la ressource va être vue, qu'elle va être publiée quelque part, que ça va être diffusé. Donc, on a un rapport un petit peu différent que peut-être simplement du texte écrit. Donc, l'ajout de multimédia lorsque l'on va travailler à distance, ça peut être aussi un plus pour les obliger à se concentrer et à faire un travail de qualité. Donc, c'est pour ça que je parle de la création de podcasts audio ou vidéo. Voilà, on retrouve des outils comme Padlet, VoiceThread, qui est peut-être pas forcément très connu. On aurait tout à l'heure une copie d'écran, mais cet outil-là a été beaucoup utilisé par les professeurs de langue parce qu'à partir d'un diaporama, on peut ajouter des commentaires sous différents formats. Donc, c'est très, très riche et ça donne quelque chose, une ressource complète à la fin lorsqu'elle est réalisée. Et on trouve là, en bas de la diapositive, une allusion aux escape games virtuels et ces fameux jeux escape game pédagogiques, les jeux d'évasion pédagogique que l'on fait maintenant virtuellement et notamment grâce à un outil qui s'appelle Genially qui à la base est destiné à de la présentation interactive, mais maintenant on peut faire beaucoup de choses avec Genially. C'est vraiment un outil idéal aussi pour travailler en groupe et pour aider, les faire réfléchir à des énigmes sur une seule ressource. Voilà, donc ce sont que des exemples d'activités. Je vous les ai mises en copie d'écran ici, par exemple, donc le fameux VoiceThread, ça se présente comme ça. Vous avez votre diaporama et sur la languette d'interaction, vous allez pouvoir ajouter soit un fichier, soit du texte, soit vous filmer, soit apporter votre témoignage audio. Et à ce moment-là, vous arriverez sous forme de vignette, comme on l'a ici sur la gauche, et on pourra voir qui a participé à la réalisation de la ressource ou qui a commenté la ressource pour être plus exact. On peut imaginer aussi que ça soit un diaporama fourni du coup avec la consigne par le formateur et que chacun du coup dans le groupe aussi apporte son commentaire ou Ah bah oui, voilà, tout à fait. Oui, ça peut être soit à partir du diaporama du formateur, mais ça peut être aussi le diaporama réalisé ensemble par le groupe. Et le formateur peut aussi mettre sa propre consigne. Vous pouvez vous enregistrer pour donner la consigne de travail au groupe. Voilà, donc on peut interférer en tant que formateur de manière pas trop intrusive, mais quand même en étant présent lors du travail en groupe.
La collaboration sans inscription, ça c'est pratique aussi à utiliser directement en classe virtuelle. C'est MyMeister, puisque cet outil-là est disponible en direct. Vous créez en tant qu'administrateur une carte mentale. Ensuite, vous n'avez qu'à donner le lien. Tout le monde pourra aller ajouter des choses. Il n'y a pas besoin de s'inscrire préalablement au site. Donc ça, c'est vrai que l'utilisation en plus de MindMeister est assez simple. Ça fonctionne bien en ligne. Après, si on veut l'utiliser en asynchrone, en différé, il n'y a pas de souci non plus. Ça peut être, ça reste en mémoire sur les différents sites et les profils des utilisateurs. Quel type, Donc la carte mentale. Isabelle, quel type d'usage tu verrais justement avec la carte mentale, soit en synchrone, soit en asynchrone, pour quel type d'activité on peut leur proposer ça? Ça peut être fait en tout début de classe virtuelle, hein, en remédiation, pour savoir si ce qui a été vu la séance précédente a bien été acquise, hein. On part d'un mot-clé ou d'une notion et on demande à chacun dans le groupe d'écrire les différentes définitions ou, voilà, ou les mots-clés qu'il a en mémoire par rapport à ce qui a été fait. Ça peut être aussi un moment de la classe virtuelle où on va proposer d'aller rechercher des références, des liens sur Internet et de regrouper les liens ou d'ajouter des documents qui ont été faits par les apprenants et qui vont télécharger en direct sur la carte mentale. Donc c'est vrai que c'est vraiment un outil très pratique qui peut être utilisé pour différentes applications pédagogiques. Je vous ai mis un exemple aussi d'escape game virtuel, donc vous pourrez aller voir en direct et le faire aussi. Ici, c'est sur les femmes scientifiques. Donc l'enseignante qui le propose a créé tout un environnement avec des énigmes et au fur et à mesure qu'on résout les énigmes, on arrive au contenu de formation. Donc ce genre d'application pédagogique aussi est devenu très à la mode. Elle était utilisée avant le confinement directement en présentiel, hein, la réalisation d'escape game, puisque par définition, pour résoudre les énigmes, on ne peut pas le faire, on peut pas le faire tout seul. On est obligé de s'aider de ses collaborateurs, d'être à plusieurs, hein, parce qu'il y a toujours beaucoup d'énigmes et puis la manière de réfléchir, de penser la question et de répondre à la question est différente des uns et des autres. Puis on n'en voit pas aussi de la même manière les indices qui sont mis à droite et à gauche. Donc ce qui était fait en présentiel se fait maintenant aussi virtuellement grâce à l'outil Geniali notamment, qui est utilisé parce qu'il est gratuit, hein. Voilà. J'insiste aussi là sur les outils qu'on va utiliser. C'est vrai qu'on peut facilement donc y accéder grâce à la gratuité. Donc sinon, je mettais en lien, si cette thématique vous intéresse, les sites qui, qui ont recensé énormément d'escape games, tant physiques que virtuels, et qui s'adressent à tout domaine de formation, hein. On va de l'enseignement initial à la formation professionnelle. Il y a énormément de choses très intéressantes qui ont été faites à ce sujet. Donc voilà, donc ce sont des activités qui se font au cours de la formation. Donc je pense que vous en avez déjà réalisé en activité collaborative. Alors je vais vous proposer à nouveau d'échanger avec nous. Donc avec le code cette fois-ci 34 11 78. Et je vais rebasculer sur la page des résultats. Donc 34 11 78. Alors, pendant que tout le monde répond à ta question, on parle des groupes tout à l'heure, on n'a pas évoqué la taille des groupes. Et, quelqu'un
nous demandait effectivement dans le chat quelle est la taille maximum ou quelle est la taille, alors minimum, maximum, bien sûr, minimum c'est au moins deux, sinon c'est pas un groupe, mais est-ce que deux, c'est pertinent? Et quelle est la taille maximum? On imagine bien qu'au-delà d'un certain nombre, il devient difficile, que ce soit d'ailleurs en ligne ou en présentiel, de collaborer. Ouais. Mais peut-être qu'en ligne, il y a des contraintes plus importantes, ou peut-être à l'inverse, je ne sais pas, des facilités qui sont offertes à l'inverse. Moi, je pense que en présentiel, c'est plus facile d'avoir un groupe jusqu'à 6 personnes qui puissent bien fonctionner, où chacun puisse trouver sa place. En ligne, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je dirais plutôt restreindre à 4 personnes. Je D'accord. pense, voilà, en général, bon, ça reste quelque chose tiré de l'expérience que j'ai eue sur différentes classes virtuelles. Ou alors, il faut vraiment que le groupe se connaisse très bien pour aller jusqu'à 6 personnes dans un même groupe. Euh, ouais. Je pense que on doit réduire quand on est à distance. On aurait plutôt tendance à travailler différemment également. Ah, il y a déjà eu un escape game pédagogique de créer. Voilà, alors on voit donc des outils comme Klaxoon, Kahoot, le Padlet, l'écriture en ligne, ouais, d'un document. Ah, et donc des idées, enfin on espère que ça donne des idées Oui, ouais. à certains pour démarrer des choses avec en gardant à l'esprit les conseils généraux que tu as donnés au départ, hein, c'est-à-dire commencer par des choses simples, que ce soit pour les formateurs ou pour les apprenants aussi, gratuits, sans ne nécessitant Mm. pas de se créer un compte, hein, aussi parce que ça peut être un handicap, hein, quelquefois. Pour se créer un compte, il faut avoir une adresse email. Les stagiaires peuvent être réticents à donner une adresse email professionnelle, par exemple, pour un compte sur une application de ce type-là. Donc voilà, si on fait quelques règles de départ, ça peut largement faciliter vos premières expériences, je pense. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il faut penser que le groupe, ça peut aider la personne aussi à apprendre, hein, puisqu'il va avoir une relation un peu plus intime avec ses camarades de formation, qui va être différente que celle qu'il a en direct avec le formateur. Donc, il aura un autre feedback de son apprentissage euh, que celui très formel que l'on a avec le formateur. Ok. Très. Ok, donc je vais remettre le diaporama. Alors, moi, j'avais une question euh, par rapport enfin, aux missions, aux tâches que le formateur réalise habituellement. Il y a deux tâches qui sont enfin, plutôt dévolues au formateur lui-même, qui sont le tutorat, l'accompagnement, hein, donc, et l'évaluation. Est-ce que, on peut imaginer là aussi qu'il y ait une collaboration entre les apprenants eux-mêmes, c'est-à-dire que ce soit sur l'accompagnement ou que ce soit sur l'évaluation, les formateurs délèguent et soumettent effectivement les travaux, soumettent une partie de ses activités, une partie de ses tâches au groupe lui-même, alors au groupe dans son ensemble ou au sous-groupe si ce sont des sous-groupes. C'est vrai que c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle manière de penser la fin de la formation, l'évaluation. On a vu arriver cette correction par les pairs avec les MOOC, hein, ces cours massifs en ligne. Donc là, il y avait énormément de personnes qui suivaient le cours, donc il était inimaginable que le formateur puisse faire un suivi individuel. Donc c'est de là qu'on en est arrivé à réfléchir à une évaluation différente et pourquoi pas un retour de ce qui a été fait par les membres du groupe et par ceux qui suivent la formation. Donc, le formateur, par contre, lui, sur le temps de la formation, il est toujours donc celui qui accompagne, celui qui va guider.
et au final aussi évaluer. Donc, même si une évaluation se faire entre les personnes de la formation dans un groupe, au final, ça sera toujours le formateur qui aura le dernier mot. Mais ce qu'on peut dire aussi lorsqu'on va organiser des travaux en groupe, lorsqu'on va mettre le groupe dans une dynamique de travail, le formateur est toujours présent, hein. Il sera là quand vous organisez des sous-groupes, hein, puisque les outils de classe virtuelle nous permettent d'organiser des ateliers ou des sous-groupes. On peut laisser les participants tout seuls en train de travailler, mais on peut également rejoindre ponctuellement ces ateliers et voir ce qui se passe. Est-ce que le groupe avance? Donc, le formateur est joignable à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure d'écriture collaborative. Alors, moi, j'aime bien travailler avec le Etherpad ou tout ce qui est pad, hein, ce qui permet de travailler de voir comment interviennent les apprenants sur un texte. Et là, le formateur peut, sans intrusion trop directe, intervenir dans le chat, par exemple, ou en mettant des commentaires, hein. Il y a l'outil de commentaires qui permet de souligner, qui fonctionne en soulignant un mot et qui permettent donc de mettre une remarque en tant que formateur. Et le fait de mettre des conseils dans le chat, ça laisse aussi les apprenants continuer leur travail et simplement prendre en compte ce qui a été dit par le formateur. C'est la même chose avec Google Doc, hein, puisqu'on a des commentaires, tout le monde a un compte Google, on aura aussi accès à un chat. Et puis sur un autre outil qui s'appelle Jamboard, qui est gratuit, hein, qui est un outil de Google. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cet outil-là, on peut avoir plusieurs cadres, hein, comme plusieurs diapositives. Donc, on peut imaginer que le travail principal se fasse sur un cadre et chaque groupe aura son propre cadre. À ce moment-là, le formateur pourra aller aussi intervenir sur chaque cadre. Donc, le suivi, il est possible et c'est ça qui est intéressant. On a un point de vue sur l'évolution des apprentissages, de la progression des apprenants grâce à ces outils. Lorsque les outils sont trop compliqués à utiliser, c'est vrai qu'on peut rester aussi sur les outils des réseaux sociaux, hein, comme WhatsApp, qui permettent d'avoir un suivi ici un petit peu plus informel, mais de garder le lien, de savoir quand même ce qui se fait dans le groupe. Si les stagiaires préfèrent utiliser WhatsApp pour communiquer, on peut quand même demander à être intégré au groupe pour savoir ce qui se dit, comme lorsqu'on va créer un groupe privé sur Facebook. Ce sera un groupe privé pour la formation et donc il est tout à fait légitime que le formateur demande aussi à être présent. Voilà, donc le formateur, il montre qu'il est là, qu'il suit les travaux. Ça peut être fait avec le mail, envoyer un email au groupe ou à la personne qui a ce rôle de médiateur entre l'enseignant et le groupe. Et ça, c'est surtout pour rappeler les délais, parce qu'ils ont plutôt tendance à oublier surtout si la formation est un petit peu découpée. Donc, c'est bien de rappeler de manière écrite, en envoyant un mail, comment va continuer à se dérouler la formation et qu'est-ce qui est attendu. Donc, c'est des petits rappels à faire par mail. Et sinon, sur tous les outils, hein, quel que soit l'outil collaboratif, vous allez essayer de trouver un chat, un moyen de faire des commentaires. Ça vous permettra de garder un œil sur ce qui se fait. Et du coup, c'est vrai que les apprenants sont plus motivés aussi à réfléchir et à être sérieux dans ce qu'ils vont réaliser.
oui, on parlait de laisser chacun corriger le travail de l'autre, hein. Donc ça, c'est possible, mais ça ne va pas être fait sans préparation, et notamment en proposant des grilles. C'est souvent ce qui se fait. On appelle ça des grilles critériées chaque grille va définir ce qui doit être fait dans le groupe, à savoir aussi qui va faire quoi. Et donc, après, cette grille est donnée au formateur. Je vous ai mis par la suite des exemples de grilles. Sinon, on peut utiliser aussi ces fameux badges numériques, hein, qui sont des récompenses numériques qui montrent ce qui a été fait, donc qui sont une trace par rapport au travail qui a été réalisé ou par rapport à la participation. Ça peut être un badge de participation parce que la personne a beaucoup aidé aussi d'un groupe à l'autre ou à l'intérieur du groupe. Et puis c'est des fonctionnalités, hein, qui sont à l'intérieur des outils pour pouvoir réaliser ces évaluations. Donc l'évaluation par les pairs, en exemple, les grilles, vous voyez, on en trouve quelques-unes sur Internet, hein, qui sont faites sous tous les niveaux, que ce soit au niveau des études supérieures comme sur des élèves de collège. On va avoir ce genre de grille qui est possible de mettre en place et de proposer. Voilà, donc tu vois, Jean-Luc, ça répond peut-être à ta question sur le fait que l'évaluation peut maintenant, mais c'est une autre approche, hein, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude non plus de penser cette évaluation. Nécessite, comme tu viens de le dire, d'être pensé en amont, d'avoir un système qui soit compréhensible et facilement exploitable en fait, hein, par les apprenants. C'est-à-dire, serait-ce que j'imagine dans l'énoncé des consignes, dans l'énoncé des critères de la grille, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur l'interprétation du critère lui-même, quoi. Ouais. Que ça soit clair de toute façon, en effet, qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit. Va être tranquille avec l'évaluation, c'est pas se défausser sur les apprenants parce qu'il y a un gros travail à faire en Oui, amont pour que ça marche bien. D'accord. tout à fait. Voilà, c'est pas parce qu'ils s'évaluent entre eux qu'on n'a plus rien à faire en tant que formateur. Au contraire. Alors, on va peut-être voir, vous, de votre côté, comment vous aviez l'habitude d'évaluer les groupes avec ce dernier sondage. Donc là, le code, c'est le 54 61 99. Et là, vous allez voir, vous avez des propositions que vous pouvez classer en mettant en premier celles que vous réalisez le plus souvent et en dernier celles que vous ne réalisez pas ou le moins souvent. Je vais également repartir sur la présentation. Voilà, ici, on va voir stabiliser le diagramme dès que tout le monde aura répondu. Donc, je vous proposais de voir si c'était des évaluations que vous faisiez individuellement, par un travail de groupe, ou si vous mettiez plutôt une évaluation sur le travail de tout le groupe, ou alors si vous aviez deux évaluations lors des travaux de groupe, à la fois une note individuelle, enfin une note ou une appréciation individuelle et une évaluation du groupe. Et puis peut-être que vous avez déjà commencé à faire de l'évaluation par les pairs. Alors, deux réponses. Et là, pour l'instant, on a le travail de tout le groupe sans faire de différenciation. Pas encore d'évaluation par les pairs. Peut-être que les grilles que tu as présentées donneront aussi quelques idées pour ce travail. Voilà. Il suffisait qu'on en parle. Voilà. Okay. Donc, 3.
Est-ce que tu as réponse. quelques ressources à nous proposer pour aller un petit peu plus loin et du coup clôturer notre échange? Sur quoi on pourrait aller s'appuyer? Oui, alors je les ai mises sur le diaporama qui sera à disposition, hein. Il y a notamment un site intéressant et qui s'adresse aux apprenants, qui a été réalisé, c'est pas une surprise, par des Canadiens. Ça s'appelle Travailler en groupe. Ça s'apprend. Et là, donc, on a tout le site qui est ouvert aux étudiants et qui leur propose plein de conseils avec des témoignages d'étudiants de la manière de s'organiser pour faire des travaux efficaces. Et l'autre référence est plutôt donc là destinée aux formateurs pour comprendre comment travailler en groupe, ça peut être bénéfique pour l'apprentissage. C'est vrai qu'il existe maintenant de nombreuses références là, sur le travail de groupe. Ok, parfait. Très bien, il ne nous reste plus qu'à nous y mettre. Donc on retrouvera toutes ces informations, donc à la fois le diaporama dans lequel vous avez ces liens, l'enregistrement de la webconférence qu'on vient de réaliser. Donc sur le site On continue à former. On imagine que vous y êtes déjà inscrit. Si ce n'était pas le cas, vite, dépêchez-vous. Profitez-en, c'est encore gratuit. On ne sait pas. On ne sait jamais plutôt, par les temps qui courent. Et donc, bien évidemment, c'est aussi un espace, hein, n'hésitez pas, on ne le répète jamais suffisamment, à proposer vous aussi, par exemple, des ressources complémentaires, hein. Peut-être que vous avez repéré un site, une revue, un livre sur le travail collaboratif, que ce soit sur des cas très pratiques ou sur quelque chose un petit peu plus sous une forme d'analyse, travail théorique qui aurait pu être fait. On imagine que certains universitaires ont dû travailler sur le sujet. Donc si quelques-uns vont Oui. aller plus loin, il peut être intéressant de nous les proposer via le forum et on les reprendra pour les mettre dans les espaces adaptés en fait de l'espace du site qu'on continue à former. Voilà. Il n'y avait pas de questions dans le chat? Il y avait une question à laquelle on a répondu tout à l'heure et Mhm. j'en vois pas de nouvelles. Donc, je vais repasser la parole dans ce cas-là à Christophe pour un petit mot de la fin dans ce cas. Et merci Isabelle, merci Jean-Luc pour toutes ces informations et voilà, tous ces outils et ces méthodes. Juste pour vous dire que on vous proposera sur le mois de juin, enfin, on vous propose 3 prochains webinars. Donc le prochain, on se retrouvera dans 15 jours, enfin, dans 14 jours exactement, dans 2 semaines. On travaillera sur les prérequis numériques. C'est quelque chose qu'on avait déjà abordé. Suite aux paroles aux formateurs, on s'est dit que ce serait intéressant quand même d'avoir des retours ou quelques grilles à vous proposer sur la manière de préévaluer, en tout cas d'évaluer les prérequis des stagiaires qui arrivent en formation aujourd'hui et qui vont d'une manière ou d'une autre, de toute façon, à un moment donné, se retrouver en formation en ligne. Donc ça, ce sera le 10 juin. Le lundi d'après, donc ce ne sera pas un mercredi, donc bien un lundi, toujours 13h30, on abordera la question plutôt du marketing digital de la formation, c'est-à-dire comment aujourd'hui je peux finalement utiliser les réseaux sociaux, mon site web, LinkedIn, etc., pour aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux stagiaires. Voilà. Et là, on aura vraiment des retours d'expérience d'organismes de formation qui mettent en œuvre ce genre d'outils. Et puis le 24, ce sera le dernier, et on fera un retour sur l'enquête qui est en ligne actuellement, que vous avez peut-être vu passer via Communautique. On fait une petite enquête sur votre vécu, à vous, en tant que formateur, vous qui êtes en relation avec les apprenants, sur votre vécu pendant le confinement, votre vécu numérique. Voilà. Je remets, au cas où vous ne l'ayez pas, je remets dans le chat le lien direct sur cette petite étude. Il y a 25 questions, je crois, ça ne prend pas très longtemps. Voilà, et on vous remercie par avance.
Et puis, eh bien, on se retrouve, si vous le voulez bien, le 10 juin, donc dans 2 semaines. Merci beaucoup et belle fin de journée. Merci. Clinton, Au merci à tous, à revoir. bientôt. Merci, au revoir.